la naissance de l'assassin économique. Nous, assassins économiques, sommes les réels responsables dans la création du premier véritable empire global, et nous travaillons de nombreuses façons différentes. Mais peut-être que la façon la plus commune est que nous identifions un pays détenant des ressources, comme le pétrole, alors nous arrangeons un énorme prêt pour ce pays auprès de la Banque mondiale ou l'une de ses organisations sœurs. Mais l'argent ne va jamais réellement au pays. À la place, il est utilisé par nos grosses corporations pour construire des projets d'infrastructure dans ce pays. Centrales énergétiques, parcs industriels, ports, des choses qui profitent à quelques personnes riches de ce pays en plus de nos grosses corporations. Mais certainement pas à la majorité des gens du tout. Dans tous les cas, les gens, dans l'ensemble du pays, conservent une dette énorme. C'est tellement une grosse dette qu'ils ne peuvent payer. Et cela fait partie du plan. Donc, à un moment, nous, assassins économiques, revenons auprès d'eux et disons « Écoutez, vous nous devez énormément d'argent. Vous ne pouvez pas payer votre dette. Alors vendez-nous votre pétrole à bon marché pour nos compagnies pétrolières. Permettez-nous de construire une base militaire dans votre pays ou envoyer des troupes pour supporter les nôtres à un endroit du monde comme l'Irak ou votez avec nous dans le prochain vote aux Nations Unies pour que leurs compagnies d'électricité deviennent privatisées ou leur eau et systèmes de canalisation soient privatisés et vendus aux sociétés états-uniennes ou autres sociétés multinationales. Donc, il y a une multitude de choses et manières typiques dont le FMI et la Banque mondiale travaillent. Ils mettent un pays en dette et cette dette est si grosse qu'elle ne peut être remboursée. Après quoi, elle offre de financer à nouveau cette dette et se faire payer plus d'intérêts. Et vous demandez ce quiproquo, que vous appelez conditionnalité, terme du FMI désignant certaines exigences ou bonne administration, ce qui signifie qu'ils doivent vendre leurs ressources, incluant plusieurs de leurs services sociaux, leurs sociétés de maintenance, leur système scolaire, parfois leur système pénal, leur système d'assurance à des sociétés étrangères. Donc c'est un double, triple, quadruple renvers dévastateur. Le besoin d'un tueur à gages économique est né au début des années 50, alors que Mossadegh venait d'être élu démocratiquement en Iran. Il était considéré comme l'espoir pour la démocratie dans le Moyen-Orient et considéré comme l'homme de l'année selon le Time Magazine. Une chose qu'il a apportée et fini par appliquer était que les compagnies pétrolières étrangères devaient payer le peuple iranien bien plus pour leur pétrole qu'elles ne le faisaient et que les Iraniens devaient profiter de leur propre pétrole. Politique étrange. Nous n'avons pas aimé cela, bien sûr. Mais nous étions anxieux de faire ce que nous faisons normalement, qui est d'envoyer les militaires. À la place, nous avons envoyé un agent de la CIA, Kermit Roosevelt, un parent de Teddy Roosevelt. Et Kermit y alla avec quelques millions de dollars. Et cela fut très, très efficace. Et dans un court laps de temps, il réussit à faire renverser Mossadegh et fit entrer le Shah d'Iran pour le remplacer, ce qui a toujours été favorable au pétrole. Et c'était véritablement efficace. Bombs overflow Tehran. Army officers shout that Mossadegh has surrendered and his regime as virtual dictator of Iran is ended. Pictures of the Shah are paraded through the streets as sentiment reverses. The Shah is welcomed home. De retour aux États-Unis, à Washington, les gens ont observé et dit « Wow, c'était facile et bon marché ». Donc, ceci a établi une nouvelle manière de manipuler des pays et de créer un empire. Le seul problème avec Roosevelt est qu'il était un agent officiel de la CIA. Et s'il s'était fait prendre, les conséquences auraient été dramatiques. Donc, très rapidement, à ce moment-là, décision fut prise d'utiliser des consultants privés pour passer l'argent depuis la Banque mondiale ou le FMI ou l'une des autres agences équivalentes ou de faire appel à des gens comme moi qui travaillons pour des sociétés privées afin que si nous étions pris, il n'y ait pas de conséquences gouvernementales. Lorsqu'Arbenz est devenu président du Guatemala, le pays était sous l'attelage de la société United Fruit, la grande corporation internationale. Et Arbenz a utilisé cette annonce qui disait « Nous voulons redonner la terre au peuple ». Et une fois au pouvoir, il mit en place une politique qui aurait réalisé exactement cela, redonner au peuple les droits sur la terre. United Fruit n'ont pas vraiment apprécié.
Alors ils embauchèrent une entreprise de relations publiques pour convaincre le peuple des États-Unis, les citoyens des États-Unis, la presse des États-Unis et le Congrès des États-Unis, qu'Arbenz était un pantin soviétique et que si nous lui permettions de rester au pouvoir, les Soviétiques auraient un pied dans cet hémisphère. Et à cette période, il y avait une énorme peur de la terreur rouge, la terreur communiste. Donc, pour faire une histoire courte, de cette campagne de relations publiques émergea un engagement de la part de la CIA et des militaires pour destituer cet homme. Et en fait, nous l'avons fait. Nous avons envoyé des avions, des soldats, des chacals. Nous avons envoyé tout le nécessaire pour le faire sortir. Et nous l'avons sorti. Et aussitôt qu'il fut relevé de ses fonctions, le nouveau qui le remplaça rétablit tout pour les grosses corporations internationales, United Fruit incluse. L'Équateur a très longtemps été gouverné par des dictateurs pro-états-uniens, souvent relativement brutaux. Alors, il a été décidé qu'il aurait une véritable élection démocratique. Yameroldos concourut, et son objectif principal, disait-il, en tant que président, était de faire en sorte que les ressources de l'Équateur soient utilisées pour aider le peuple. Il gagna, de très loin, avec plus de voix que n'importe qui n'ait jamais eu en Équateur. Et il commença à appliquer ses politiques pour s'assurer que les profits du pétrole soient là pour aider le peuple. Eh bien, nous ne l'avons pas apprécié aux États-Unis. J'ai été envoyé comme l'un des assassins économiques pour changer Roldos, pour le corrompre, pour le rapprocher, pour lui faire savoir, vous savez, tu peux devenir très riche si toi et ta famille jouez selon nos règles. Mais si vous continuez à appliquer cette politique que vous avez promis, vous allez partir. Il n'a rien voulu savoir. Il a été assassiné. Aussitôt que l'avion s'écrasa, toute la zone a été bouclée. Les seules personnes autorisées étaient les militaires américains d'une base proche et quelques militaires équatoriens. Quand une investigation fut lancée, 2 témoins clés moururent dans un accident de voiture avant d'avoir une chance de témoigner. Un tas de choses très étranges se sont passées autour de l'assassinat de Yameroldos. Je n'avais, comme la plupart des gens qui ont observé le cas, absolument aucun doute qu'il s'agissait d'un assassinat. Et bien sûr, dans ma position d'assassin économique, je m'attendais toujours à ce que quelque chose arrive à Yamé. Que ce soit un coup d'État ou un assassinat, je n'étais pas sûr, car il ne se laissait pas corrompre, et il ne se serait jamais permis d'être corrompu de la manière que nous le voulions. Omar Torrijos, le président du Panama, était l'une de mes personnes favorites. Je l'appréciais énormément. Il était très charismatique. C'était un type qui voulait vraiment aider son pays. Et quand j'ai essayé de l'acheter ou de le corrompre, il dit « Écoute, John », il m'appelait Juanito. Il dit « Écoute, Juanito, je n'ai pas besoin d'argent. Ce que j'ai réellement besoin, c'est que mon pays soit traité décemment. J'ai besoin que les États-Unis paient la dette qu'ils doivent à mon peuple pour tous les dégâts que vous avez causés ici. J'ai besoin d'être dans une position où je puisse aider les autres pays latino-américains à gagner leur indépendance et d'être libérés de cette terrible présence venant du Nord. Vous nous exploitez terriblement. J'ai besoin que le canal du Panama revienne dans les mains du peuple panaméen. C'est tout ce que je veux. Donc, laissez-moi tranquille. N'essaie pas de m'acheter. On était en 1981 et en mai, Yameroldos se faisait assassiner. Et Omar était parfaitement au courant de cela. Torrijos rassembla sa famille et dit « Je suis probablement le prochain, mais ça ne fait rien, car j'ai réalisé ce pourquoi je suis venu ici. J'ai renégocié le canal. Le canal sera désormais entre nos mains. Nous avons fini de négocier le traité avec Jimmy Carter. » En juin de la même année, 2 mois plus tard, il s'écrasa aussi dans un accident d'avion, qui, il n'y a aucun doute, fut exécuté par les chacals commandités par la CIA. Une énorme quantité de preuves, dont celle d'un agent de sécurité de Torrijos, lui donna au dernier moment, alors qu'il montait dans l'avion, un magnétophone. Un petit magnétophone qui contenait une bombe. C'est intéressant pour moi à quel point ce système a continué presque de la même manière pendant des années et des années, hormis que les assassins économiques soient devenus de plus en plus au point. Puis, nous avons fait face à très récemment ce qui s'est passé au Venezuela. En 1998, Hugo Chavez se fait élire président, succédant à une longue lignée de présidents qui ont été très corrompus et qui ont littéralement détruit l'économie du pays. Et Chavez fut élu au milieu de tout cela.
Chavez se dressa face aux États-Unis et il le fit principalement en demandant que le pétrole vénézuélien soit utilisé pour aider le peuple vénézuélien. Eh bien, nous n'avons pas aimé cela aux États-Unis. Alors, en 2002, un coup d'État fut arrangé. Il n'y a pas de doute pour moi ni pour la plupart des gens que la CIA était derrière ce coup. La manière dont ce coup a été fomenté était très caractéristique de ce que Kermit Roosevelt a fait en Iran. De payer des gens pour sortir dans la rue, pour troubler, pour protester, pour dire que Chavez était très impopulaire. Vous savez, si vous faites appel à quelques milliers de personnes pour faire cela, la télévision peut donner l'impression qu'il s'agit de tout le pays et les choses commencent à bourgeonner. Excepté que dans le cas de Chavez, il a été assez intelligent et le peuple était si fortement pour lui qu'ils l'ont surmonté. Ce qui fut un moment phénoménal dans l'histoire de l'Amérique latine. L'Irak, effectivement, est l'exemple parfait de la façon dont le système entier fonctionne. Donc, nous, assassins économiques, sommes la première ligne de défense. Nous entrons, nous essayons de corrompre les gouvernements et de les faire accepter des prêts énormes qui sont alors utilisés comme moyen de les posséder littéralement. Si nous échouons, comme j'ai échoué au Panama avec Omar Torrijos et en Équateur avec Yamer Roldos, des gens qui ont refusé d'être corrompus, alors la seconde ligne de défense est d'envoyer les chacals. Et soit les chacals renversent le gouvernement, soit ils l'assassinent. Et une fois que c'est arrivé et qu'un nouveau gouvernement est mis en place, il sera au garde à vous, car le nouveau président sait ce qu'il arrivera s'il s'en écarte. Dans le cas de l'Irak, ces deux moyens ont échoué. Les assassins économiques n'ont pas été capables de percer Saddam Hussein. Nous avons essayé avec acharnement. Nous avons essayé de lui faire accepter des marchés très similaires à ce que la famille princière saoudienne a accepté en Arabie Saoudite. Mais il n'accepta pas. Et donc, les chacals ont débarqué pour l'arracher. Ils n'ont pas réussi. Sa sécurité était très bonne. Après tout, il a, à un moment, travaillé pour la CIA. Il avait été embauché pour assassiner un ancien président d'Irak et a échoué. Mais il connaissait les systèmes. Donc, en 91, nous avons envoyé les troupes et nous avons détruit la défense irakienne. Puis, nous avons présumé à ce moment que Saddam Hussein se dévoilerait. Nous aurions pu bien sûr le soutirer à ce moment, mais nous ne le voulions pas. Il est le genre d'homme fort que nous aimons. Il contrôle son peuple. Nous pensions qu'il contrôlerait les Kurdes et qu'il garderait les Iraniens dans leurs frontières et continuerait à extraire du pétrole pour nous et qu'une fois après avoir détruit son armée, qu'il se dévoilerait. Donc, les assassins économiques y retournèrent dans les années 90, sans succès. S'ils avaient réussi, il serait encore au pouvoir du pays. Nous lui aurions vendu tous les avions de combat qu'il voulait, et tout ce qu'il voulait, mais ils n'y arrivèrent pas. Ils échouèrent. Les chacals n'arrivèrent pas à le récupérer à nouveau. Alors nous y avons envoyé l'armée. Encore une fois, et cette fois, nous avons fait la totale. Et l'avons retiré. Et par la même occasion, avons créé pour nous-mêmes quelques affaires de construction très lucratives pour reconstruire le pays que nous avions réellement détruit. Ce qui est une véritable affaire pour qui détiennent des sociétés en bâtiment. De grosses. Donc, l'Irak montre les trois étapes. Les assassins économiques y ont échoué, les chacals y ont échoué, et donc, mesure finale, l'armée s'y est rendue. Et c'est de cette manière que nous avons réellement construit un empire. Mais nous l'avons fait subtilement. C'est clandestin. Tous les empires du passé ont été érigés par l'armée et tout le monde savait qu'ils étaient en train de le construire. Les Anglais savaient qu'ils étaient en train de les construire. Les Français, les Allemands, les Grecs, et ils en étaient fiers. Ils avaient toujours quelques excuses telles que propager la civilisation, propager une religion, quelque chose comme cela. Mais ils savaient qu'ils étaient en train de le faire. Pas nous. La majorité de la population aux États-Unis n'a aucune idée que nous vivons pour le bénéfice de l'empire clandestin. Qu'aujourd'hui, il y a plus d'esclavage dans le monde que jamais auparavant. Donc vous devez vous poser la question, eh bien si c'est un empire, alors qui est l'empereur? Manifestement, nos présidents des États-Unis ne sont pas des empereurs. Un empereur est quelqu'un qui n'est pas élu, ne remplit pas de mandat et ne rend de compte à personne essentiellement. Donc, vous ne pouvez pas étiqueter nos présidents de cette façon. Mais nous avons ce que je considère être l'équivalent d'un empereur. Et c'est ce que j'appelle la corporatocratie. La corporatocratie est ce groupe d'individus qui administrent nos plus grosses corporations. Et ils agissent réellement comme les empereurs de cet empire. Ils contrôlent nos médias, soit par la possession directe ou par la publicité. Ils contrôlent la plupart de nos politiciens car ils financent leurs campagnes, soit au travers de corporations ou des contributions personnelles qui émergent des corporations. Ils ne sont pas élus, ils ne remplissent pas un mandat, ils ne rendent de compte à personne. Et au sommet de cette corporatocratie,
Vous ne pouvez distinguer si la personne travaille pour une société privée ou le gouvernement, car ils font toujours un mouvement de va-et-vient. Donc, vous avez un type qui est un moment le président d'une grosse société en bâtiment, comme Halliburton, et le moment suivant, il est le vice-président des États-Unis, ou le président qui était dans les affaires du pétrole. Et c'est vrai que vous ayez des démocrates ou des républicains dans l'administration, vous avez ce mouvement de va-et-vient, et dans un sens, notre gouvernement est invisible la plupart du temps, et ses stratégies sont exécutées par nos corporations à un niveau ou à un autre. Et encore une fois, les stratégies du gouvernement sont essentiellement forgées par la corporatocratie et sont alors présentées au gouvernement et deviennent des plans gouvernementaux. Il y a une incroyable relation d'intimité. Ce n'est pas une théorie du complot. Ces gens n'ont pas à se regrouper et comploter pour faire des choses. Ils travaillent tous essentiellement avec un principe fondamental qui est de maximiser les profits sans se soucier du coût social et environnemental.